Alors nous, c'est vrai que dans le centre, on a une approche plutôt antérieure. Quand on peut, on essaye de résoudre cette problématique par la voie antérieure. Donc je vais essayer de vous raconter pourquoi. Et puis, de façon très pratico-pratique, vous donner des trucs et astuces pour gérer au mieux cette décompression par la voie antérieure. Premier truc qui est un peu frappant, je trouve, c'est que si on vous posait la question du choix de la voie d'abord sur une hernie discale cervicale, il n'y aurait pas du tout autant d'hétérogénéité dans les réponses, et je pense que la majorité dirait que évidemment ils font une voie antérieure. Peut-être parce qu'il y a moins de risques neurologiques, parce qu'on peut décomprimer en centrale, en périphérique, parce que l'abord antérieur est facile, les suites sont simples, il n'y a pas d'infection. Peut-être que tous ces arguments seraient utilisés. Et donc la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut utiliser ces arguments aussi pour le secteur lombaire pour justifier de faire une voie antérieure? Alors, l'abord lombaire antérieur, est-ce qu'il est facile ou difficile? Je ne sais pas. C'est sûr que si on n'en fait pas, il y a une courbe d'apprentissage, mais comme n'importe quelle technique, on peut l'apprendre. Et puis la courbe n'est pas si longue que ça. Et une fois qu'on l'a apprise, elle n'est pas plus dangereuse qu'une autre. Ce qui est sûr, c'est que la voie antérieure, elle est très anatomique, qu'on va éviter de dégrader toute la musculature postérieure. Sur les complications neurologiques et surtout sur les récidives de hernie, on va quand même peut-être en avoir moins parce qu'on va aborder la racine par une approche qui est vierge et on évite d'avoir à disséquer la racine dans de la fibrose. C'est sûr aussi que par l'abord antérieur, on va avoir moins de brèches durales. Sur les complications infectieuses, sur l'abord antérieur, clairement, il n'y a presque jamais d'infection profonde, donc c'est quand même un avantage important. Alors, ce qui est mis en avant pour ne pas faire cet abord, c'est souvent la crainte de complications vasculaires. Alors, est-ce que c'est vraiment justifié? Si c'est la crainte de complications artérielles, la littérature semble montrer que non, puisque c'est quand même assez rare, 0,09% de plaies artérielles. Sur les complications veineuses, et en général, c'est ça la crainte réelle exprimée. Dans la littérature, on retrouve de tout, de 1% à 25%. En fait, la réalité, c'est qu'il y a deux types de plaies veineuses. Il y a celles qui peuvent arriver souvent, mais qui n'ont en fait aucune conséquence. C'est une petite plaie de veine qui va rétrocéder avec un tamponnement et une compression. On peut faire son geste et puis après, tout se résout simplement, donc ce n'est pas une complication. Et puis de temps en temps, rarement en fait, on va avoir besoin d'une suture vasculaire, on va avoir besoin du chirurgien vasculaire, mais en fait, ce n'est pas la fréquence. Donc ce qui est sûr aussi, c'est que voilà, avec l'abord antérieur, on va pouvoir prendre en charge le problème de la discopathie et de la lombalgie. Il y a forcément une discopathie s'il y a une hernie discale et encore plus s'il y a une récidive de hernie discale. Après, la discopathie, elle est plus ou moins prononcée et le patient va être plus ou moins symptomatique de cette discopathie. Mais chez les patients avec une discopathie symptomatique, c'est quand même intéressant de pouvoir traiter cette problématique. On a deux choix possibles. On peut, chez des patients qui ont une discopathie isolée, pas d'atteinte de l'articulaire postérieur, proposer une arthroplastie mobile. Et puis, chez des patients qui ont plutôt un disque plus pincé, une arthrose postérieure importante, des patients plus âgés, on peut passer par l'arthrodèse. Donc ensuite, voilà, je voulais vous donner peut-être des petits trucs et astuces. Donc sur la voie d'abord, c'est une voie d'abord rétropéritonéale, tout ce qu'il y a de plus classique. Pour l'abord L5S1, je vous conseillerais peut-être de passer par la droite parce que techniquement, c'est pas plus difficile et que ça va permettre de diminuer le risque d'éjaculation rétrograde et de laisser l'abord vierge à gauche si jamais on devait y retourner à l'avenir. Pour le disque du dessus ou si on fait du multiniveau, l'abord gauche reste quand même plus facile. Ce qui est important quand on fait la décompression, quand on opère tout court, c'est de pouvoir y voir. Pour pouvoir y voir dans le fond du disque, il faut avoir bien abordé le disque. On ne peut pas se contenter d'un petit trou de souris. Donc il faut vraiment que tout le disque soit bien abordé. Il faut que la valve du côté opposé de l'abord, elle aille de l'autre côté du disque, de l'autre côté de la montagne. Et pour pouvoir faire ça, il faut prendre son temps pour le contrôle vasculaire. Donc en L5S1, on veut contrôler la veine iliaque gauche. Donc il faut bien contrôler toutes les petites anastomoses qui peuvent gêner parfois la rétraction de cette veine. En L4, L5, on va contrôler l'iliolombaire. Si elle est courte, tendue, on va la lier. Si au contraire elle est longue, qu'elle est basse, qu'elle n'est pas tendue, on peut la laisser en place. Et pour L4, L5 et les niveaux du dessus, on va contrôler à chaque fois les vaisseaux segmentaires. Une fois que le contrôle vasculaire est fait, on peut placer ces écarteurs correctement et avoir un bon abord du disque. Donc une fois qu'on voit bien tout le disque, on va commencer la dissectomie. Et là, c'est pareil, pour y voir bien dans le fond, il faut faire une dissectomie la plus complète possible. Donc il faut aller bien dans le latéral. Faites attention au système neurologique sympathique qui peut être lésé à ce moment-là. La plupart du temps, c'est des atteintes qui sont réversibles, mais les patients sont quand même un petit peu gênés. Donc il faut faire la dissectomie
avec le distracteur progressivement, on va bien dans latéral et puis on va tout doucement aborder le fond du disque et on va voir le ligament commun vertébral postérieur et finalement on va avoir une vue qui ressemble beaucoup à celle qu'on a en cervicale, mais finalement en mieux parce que c'est plus gros. Une fois qu'on a abordé cela, eh bien, soit il y a le trou dans le ligament et on peut tout simplement faire l'exérèse de la hernie, soit il faut ouvrir le ligament et retirer la hernie très simplement. Juste un petit mot sur les saignements épiduraux qu'on peut avoir quand on fait ces gestes endocanalaires, parce qu'ils sont parfois abondants, en ce sens que, un, c'est gênant pour faire la décompression, et deux, parfois c'est un peu déconcertant. En fait, il y a beaucoup de saignements épiduraux parce que tout le retour veineux est comprimé. Donc, pour faire la décompression, il faut s'aider des hémostatiques, on peut tasser un Surgicel et travailler, faire la décompression. Mais juste savoir qu'une fois qu'on a fini de faire cette décompression, on peut enlever les hémostatiques. Dès qu'on va relâcher l'écartement, le saignement va s'arrêter. Donc on peut tolérer un peu de saignement, mettre en place les implants, et puis une fois qu'on a retiré les écarteurs, le saignement va s'arrêter. Voilà, donc au final, la voie antérieure, je pense, permet d'avoir une décompression très efficace. Elle permet de traiter la discopathie et donc la lombalgie. Évidemment, il n'y a pas de risque de récidive une fois que la lombalgie est traitée. Et puis, l'abord est safe, il est efficace. Alors évidemment, il faut apprendre cette voie d'abord. C'est vrai que quand on met en place un implant, on pourrait craindre la dégradation du segment adjacent, mais s'il y a une discopathie très importante, la dégradation du segment adjacent est à craindre de toute façon. Voilà, merci.